Et c'est donc le 2 juin, la semaine prochaine, que l'agence de notation financière Standard Poor's, la numéro 1 mondiale, pourrait dégrader, on met ça évidemment au conditionnel, comme l'a fait Fitch récemment, la note de la dette souveraine française. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. La France qui fait toujours partie des meilleures signatures souveraines dans le monde. Est-ce que pour vous, cette notation, elle est surévaluée? Est-ce qu'elle n'est pas méritée ou est-ce qu'elle est au contraire justifiée? En tout cas, elle est très appréciée des investisseurs aujourd'hui. Oui, on peut se poser la question quand on regarde les performances des finances publiques françaises. Je rappelle que les agences de notation, elles notent la capacité d'un emprunteur, en l'occurrence de l'État français, à rembourser en temps et en heure. C'est-à-dire, est-ce que l'État aura assez d'argent pour honorer ses obligations? On voit bien qu'aux États-Unis, en ce moment, ça n'est pas évident pour des raisons conjoncturelles. En France, la question se pose pour des raisons structurelles. Le dernier excédent des finances publiques françaises, c'est il y a 50 ans, enfin pardon, 49 ans, c'était 1974. Ça fait tout de même très longtemps. Ensuite, quand vous regardez ce qui s'est passé avant l'épidémie, puisque l'épidémie a complètement bousculé tous les comptes, mais avant l'épidémie, où on voyait vraiment les efforts que faisaient les différents pays pour maîtriser leurs finances publiques. Et en Europe, la France était le pays qui avait le déficit le plus élevé. Donc un vrai problème de contrôle quand les choses vont à peu près normalement. Si vous regardez d'un peu plus près le projet de budget, on dit toujours, on compare toujours le déficit public, on le rapporte au PIB. Si vous rapportez non au PIB, mais si vous rapportez les dépenses aux recettes, les dépenses, elles font 45% de plus que les recettes. C'est absolument colossal et on voit bien qu'on a un vrai problème de maîtrise des comptes publics. Donc, si on regarde les finances publiques françaises, on a tout de même, y compris par rapport aux autres pays, et la notation est toujours relative dans la finance comme à l'école, on voit bien que la France a tout de même une vraie difficulté. Et puis maintenant, si on regarde les notes, si on compare les notes, si on regarde par exemple les notes données par deux grandes agences de notation, Moody's qui est la numéro 2 et Fitch qui est la numéro 3, les pays qui ont la même note que la France, ils ont une dette publique qui est moitié moins grande que celle de la France. Et si vous prenez ce qui se passe du côté du leader, de Standard Poor's, eh bien, les pays qui ont environ la même dette rapportée au PIB, quelque part entre 100 et 120% du PIB, eh bien, ces pays-là, ils ont une note inférieure de 5 crans à celle de la France. Donc, on a l'impression parfois que la France est un peu chouchoutée par les agences de notation. Mais alors pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi la France, elle est spécialement chouchoutée? Il y a pas de... C'est pas une note de gueule non plus. Pourquoi il y a des raisons qui ne sont pas des raisons finalement quantitatives, mais qui sont plus des raisons qualitatives, qui expliquent que la dette française soit chouchoutée? Alors là encore, il faut revenir aux agences de notation. Les agences de notation, elles ne manient pas que du chiffre. Si elles maniaient que du chiffre, à la limite, les emprunteurs pourraient, les investisseurs pourraient parfaitement s'en passer. Non, elles font aussi une appréciation qualitative et c'est donc dans le qualitatif que la France remonte sa note, si je puis dire. Il y a même une petite agence de notation qui s'appelle Scope, une agence allemande, qui a dit que si on regardait seulement les chiffres, la note de la France serait pas bonne, pas très très bonne, mais comme on regarde le qualitatif, on peut la remonter de 2 crans. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce qualitatif qu'on ne voit pas forcément en France, où on a toujours tendance à penser que tout va de mal en pis? Le premier point, c'est la stabilité. Et oui, en France, on a de la stabilité. On a de la stabilité politique. Alors vous allez me dire, oui, mais le président, il est de moins en moins légitime, etc. Mais si on regarde par rapport aux autres pays, ça n'est pas si mal. Il y a Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition, qui a récemment fait remarquer que la cote de popularité de Macron, même si elle était mauvaise, elle était nettement au-dessus que ce qui était celle de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande après le même temps de mandat. Donc, stabilité politique avec des institutions qui tiennent, même si on voit bien qu'elles craquent qu'il y a des tensions dans la période actuelle, on a même une stabilité politique. Ensuite, on a une stabilité économique. Quand vous regardez les cycles économiques, quand ça baisse, quand la conjoncture plonge dans les pays, ça baisse un peu moins en France. La France, elle a un peu un moteur diesel, et donc ça présente des inconvénients. Ça accélère pas très vite, mais ça présente aussi des avantages. Ça maintient mieux une vitesse
de croisière. Et ça, c'est important parce que la vitesse de croisière, pour une économie, c'est ce qui va permettre de générer les flux qui vont permettre de rembourser la dette. Et donc, la France, là, se situe plutôt un peu mieux que les autres. Et ironiquement, le poids de ses dépenses publiques est un stabilisateur qui aide à franchir les cycles économiques. Donc, stabilité politique, stabilité économique et puis aussi qualité de l'emprunteur. Vous vous souvenez quand est-ce que la dernière fois où la France a fait faillite, enfin n'a pas honoré sa dette, David? Vous savez quand c'était? Oh, il y a plusieurs centaines d'années, non, je sais pas. Ouais, c'était il y a 225 ans Ouais. exactement. C'était pendant la Révolution française, l'annulation des deux tiers. Depuis, il n'y a jamais eu de défaut sur la dette française. Les Britanniques, par exemple, hein, qui ont longtemps été les concurrents financiers de la France, ben, eux, ils ont fait des choses qui n'étaient même pas très claires après la Première Guerre mondiale, ce que n'ont pas fait les Français. Donc, un emprunteur très solide qui s'est toujours efforcé de rembourser sa dette, et puis un emprunteur qui sait emprunter. On a une agence France Trésor qui est extrêmement efficace, hein. L'administration française s'est attirée des très très bonnes pointures dans cette agence et donc c'est évidemment les interlocuteurs de cette agence qui est chargée de placer les titres de dette publique française. Ben, ils apprécient d'avoir des gens qui parlent leur langage, qui sont capables de leur expliquer ce qui se passe en France, même si elles enjolivent un peu la bête. Et puis le troisième point sur la qualité d'emprunteur, c'est que ben, il y a des acheteurs qui sont des acheteurs réguliers, solides, qui sont en France les banques et les assurances. Alors évidemment, nous en France, on leur fait plein de reproches, mais quand on fait encore une fois de la comparaison internationale, on a des banques et des assurances qui sont plutôt solides, et les banques et les assurances sont des gros acheteurs de titres de dette. Et puis peut-être le troisième grand point qualitatif de la France, ben, c'est que la France, elle sait lever des impôts. Alors là aussi, hein, on râle sans arrêt contre les impôts, on trouve qu'il y en a trop, etc. Mais si vous regardez par rapport aux autres pays, premièrement, on accepte une dose d'impôt qui est plus élevée que la moyenne européenne ou que la moyenne des pays avancés. On a une acceptation de l'impôt, un consentement à payer l'impôt qui est tout à fait significatif. Et puis, il y a des choses qu'on pourrait taxer facilement. Les Français ont un patrimoine immobilier, hein, quand on le rapporte au PIB, qui est plus important que dans la plupart des autres pays. Et donc là, il y a une base dont on sait qu'elle ne fuira pas, elle ne peut pas partir. Donc on sait qu'il y a une base qu'on peut taxer si nécessaire. Ça a d'ailleurs été évoqué dans le rapport remis par France Stratégie hier sur la transition écologique. Hein, quand on parle Ouais. d'une imposition des patrimoines, c'est bien cette idée-là qui est derrière la tête. Donc ça veut dire que malgré des chiffres, des comptes publics, quand on regarde les chiffres bruts, les 5% de déficit public, les 115% de PIB, de dette rapportée au PIB, mériteraient donc, si j'ai bien compris Jean-Marc, une Une notation moins mauvaise bonne. note? C'est contrebalancé par effectivement tous ces arguments, savoir lever Oui. l'impôt, stabilité économique, politique ou autre. Fitch, il y a quelques jours, a dégradé, c'est pas la plus grosse des agences de notation, a dégradé la dette française. Emmanuel Macron avait déclaré qu'elle se trompait profondément. Ça n'a eu aucun impact sur le coût de financement de l'État français. Est-ce qu'il en serait autrement le 2 juin prochain, la semaine prochaine, si S&P en faisait autant? Mais, nous l'avons dit l'un et l'autre, hein, S&P est le leader, donc évidemment, son avis pèse davantage sur les investisseurs et donc dans les marchés financiers. Donc évidemment, un abaissement de la note. Hein, je rappelle que chez S&P, la France est déjà sous surveillance négative, c'est-à-dire qu'elle risque de perdre un cran. L'agence l'a déjà dit. Et donc, ça va être guetté de très près. Mais quand on regarde, sauf en situation de crise. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de crise financière aiguë sur la dette publique, contrairement à ce qui s'était passé, par exemple, en Grèce en 2010. Quand on n'est pas en situation de crise aiguë, la baisse d'une note, l'effet ne se voit pas tout de suite. Il se voit la prochaine fois qu'il y a un problème, la prochaine fois qu'il y a une difficulté, qu'il y a une tension. Alors là, les gens se disent, ah ouais, c'est vrai, en plus, sa note a baissé. Et c'est à ce moment-là qu'on voit l'impact d'une note. On ne le voit jamais, pratiquement jamais, hein, sauf une fois encore en temps de crise. On ne le voit jamais le jour même. Il peut y avoir des petits mouvements, mais comme il y en a tous les jours en bourse. En revanche, à l'étape suivante, au moment où il peut y avoir une difficulté ou une autre, alors là, cette dégradation de la note peut peser beaucoup plus loin.
Ouais. Est-ce que c'est de la fiction, en tout cas pour l'instant? Est-ce qu'on peut, parce que certains Cassandres nous disent, on finit là-dessus, Jean-Marc, que qu'un jour la dette française, eh ben voilà, pourrait faire peur aux investisseurs, et donc ils exigent une rémunération plus importante pour en acheter. Et en même temps, je me dis toujours, mais quand on vend de la dette française, qu'est-ce qu'on achète en face après? Ben, ça, c'est un facteur de soutien, alors caché, hein, qu'on n'aime pas évoquer, mais c'est d'une certaine façon too big to fail, trop gros pour échouer. Et si les investisseurs veulent vendre soudain leur dette publique française, leur titre de dette publique française, il faut qu'ils rachètent autre chose à la place. Et autre chose, il n'y a pas grand-chose d'équivalent. La dette publique allemande est, hélas pour les investisseurs, tant mieux pour nous, beaucoup plus faible. Il y a des quantités moins importantes qui sont disponibles. Et puis acheter de l'Italie, de l'Espagne, c'est tout de même pas la même chose. Et donc là, on a une protection très importante qui joue, mais il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter que ça ira toujours bien, quoi qu'il se passe. Ça n'est pas vrai, hein. Ce que prouve l'histoire financière, c'est que même quand on a une bonne note, on peut parfois avoir des investisseurs qui, pour une raison ou une autre, bonne ou mauvaise, se défient brutalement, hein. C'est ce qu'on appelle un sudden stop. Et ce moment-là, il n'est pas complètement connecté à la notation, il est indépendant, il dépend de l'impression que peut donner un pays à un moment donné. Et donc ce risque-là, il existe, et il existe bel et bien pour la France, qui a une situation financière qui, quand on la compare aux autres, n'est pas excellente. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir. Salut, ciao.